En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'exposition inappropriée des écrans influe directement la santé physique et le développement global des enfants et des adolescents. Et c'est pourquoi ces recommandations dont j'ai parlé tantôt, que je rappelle encore, avant 2 ans, pas d'écran du tout, 2 5 ans, maximum 1 heure par jour, et pour les adolescents, pas de ce, mais une moyenne de 3 à 4 heures par jour avec recommandation de limiter et équilibrer avec l'activité physique. Adultes, aucune limite officielle fixée, mais les experts conseillent de ne pas dépasser 2 heures par jour hors usage professionnel et de faire des pauses régulières, la règle de 20-20-20. Une vision qui est double, avec des yeux rouges, une irritation des yeux qui sont fatigués avec de larmoiement. Même adulte qui travaille sur les écrans, vous voyez qu'en fin de journée, vous avez cette sensation. Donc, imaginez des petits yeux qui ne sont pas suffisamment matures, exposés à ces écrans, vous voyez ce que ça peut faire. Donc, l'exposition prolongée fragilise la santé visuelle. Cinquième chose, c'est le retard au développement moteur et langagier. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Une exposition précoce excessive entraîne moins d'interaction sociale et motrice. Vous voyez cet enfant à votre droite qui est concentré sur sa tablette. Il ne sait pas ce qui se passe dans la famille, il ne communique pas avec ses parents, il est concentré sur ça. Donc, ça entraîne un retard dans le langage et la motricité. Et puis, il y a aussi des risques de troubles attentionnels et cognitifs. Vous avez dû constater que parfois, vous envoyez l'enfant, quand il est concentré sur sa tablette, vous interrompez, vous dites, non, on va dans la cuisine, ou bien au salon, on va prendre telle chose, venez, on va dans la chambre prendre. Il revient, il dit non, maman, je ne sais pas ce que vous avez Je demandé. peux poursuivre maintenant, je vous Il entends. pense que vous pouvez, il pense que vous pouvez témoigner pour ça. Le message clé donc, c'est quoi? Les écrans précoces freinent le Mhm. développement moteur et langagier. Ok, Alors, ok. maintenant, on parle de recommandations, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé recommande aux parents? Pas d'écran avant l'âge de 2 ans. Ça, c'est vraiment une recommandation phare qui prouve que si vous exposez les enfants trop tôt aux écrans, ce n'est pas bon. 1 heure maximum par jour pour ceux qui ont entre 2 et 5 ans et limiter le temps d'écran et favoriser l'activité physique. L'objectif, c'est ça. Les sociétés savantes, c'est-à-dire les pédiatres et les spécialistes en ophtalmologie, etc., disent d'éviter les écrans avant le coucher. Parce que ça, vous avez vu, ça bloque la production de mélatonine. Il faut des pauses visuelles régulières, on en parlera pour les adultes, promouvoir des activités en plein air. Le message clé, encadrer l'usage des écrans pour protéger la santé et le développement. Alors, pour ce qui est des enfants de moins de 5 ans, je reviens là-dessus encore, éviter les écrans. Et avant 2 ans, 2 à 5 ans, limiter à 1 heure maximum, limiter le temps d'écran et favoriser l'activité physique. Maintenant, pour les adolescents, il y a l'OMS, la section Europe de l'OMS, qui a fait une recommandation, pas de seuil officiel pour les adolescents, mais il y a une alerte qui a été donnée sur l'usage problématique des médias sociaux et des jeux vidéo. Et 7% en 2010, ça passait à 11% en 2022. Nous sommes en 2025, donc j'imagine que ça doit autour de 15% à peu près. En France, en moyenne, 3 heures par jour devant les écrans entre 3 et 17 ans. 3 heures, vous imaginez. Donc, la recommandation, c'est de limiter le temps d'écran, le temps d'exposition aux écrans, éviter l'usage nocturne, promouvoir l'activité physique et les interactions sociales. Ouais, les enfants sont sur les écrans dans leur lit et ça, c'est vraiment très dangereux parce qu'il n'y a pas de luminosité autour. La lumière bleue frappe directement les yeux. Vous voyez les conséquences que cela peut entraîner. Alors, donc pour ce qui est des adultes, bon, il n'y a pas de recommandations chiffrées, mais on sait que un excès de temps d'écran lié, bon, entraîne la sédentarité, fatigue visuelle, trouble du sommeil et des risques métaboliques. Obésité, diabète de type 2, hypertension, dyslipidémie, c'est-à-dire perturbation des taux de, de- de graisse lipide dans le corps et globalement des troubles métaboliques. Ces effets sont liés à la sédentarité, aux troubles du sommeil, au comportement alimentaire déséquilibré. Donc, pour ceux qui travaillent beaucoup sur les écrans, les conseils qu'on donne pour les adultes, c'est d'éviter les écrans avant de se coucher, limiter à 2 heures par jour hors usage professionnel. Et puis, quand on est en situation professionnelle, faire des pauses régulières. C'est la règle des 20-20-20, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les 20 minutes, il faut euh, arrêter, regarder un objet qui est situé à 6 mètres
et maintenez votre regard sur cet objet pendant au moins 20 secondes avant de revenir sur l'écran. Sinon, vous allez avoir les mêmes effets qu'on a décrits plus haut. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'exposition inappropriée des écrans influe directement la santé physique et le développement global des enfants et des adolescents. Et c'est pourquoi ces recommandations dont j'ai parlé tantôt, que je rappelle encore, avant 2 ans, pas d'écran du tout, 5 ans, maximum 1 heure par jour, et pour les adolescents, pas dessus, mais une moyenne de 3 à 4 heures par jour avec recommandation de limiter et équilibrer avec l'activité physique. Adultes, aucune limite officielle fixée, mais les experts conseillent de ne pas dépasser 2 heures par jour hors usage professionnel et de faire des pauses régulières à règle de 20-20-20. Alors, quand vous regardez ces dernières diapositives, qu'est-ce que ça vous montre? L'enfant, il a tout en bas, il a tout ce qu'il faut, il a les jouets, etc., tout ce qu'il faut. Mais ce qui le captive, c'est quoi? C'est tout ce qui est écran. Pourquoi ça? Parce qu'il voit ses parents qui sont captivés par l'écran. À table, les parents sont captivés. Au salon, ils sont captivés. Chacun est sur son téléphone. Il n'y a même plus de dialogue familial. Donc, c'est pour vous dire que nos comportements influent aussi également ce que l'enfant veut. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à la modératrice. Merci, docteur Dao. Je viens de vous prendre en marche. Je m'excuse beaucoup parce que je ne sais pas, il y avait un problème technique. Donc, très rapidement, je suis Madame Ouattara, directrice de publication de Queen Mafa, un journal d'actualité féminine. Et donc, vous avez pu nous permettre de découvrir quelques chiffres intéressants sur notre relation avec les écrans. J'ai retenu que pour les enfants, pas d'écran avant 2 ans et pour les plus petits, au moins, vous avez dit, et comment on appelle, docteur Dao, vous avez dit une heure, Pour les plus grands, il a dit 1 heure maximum par oui, jour. voilà, pour les grands hors usage professionnel, maximum 2 heures. Voilà, vous allez nous plonger au cœur du cerveau pour que nous puissions comprendre comment ces écrans influencent l'apprentissage et le comportement de nos jeunes. Je vais donc vous présenter l'impact des écrans sur le développement de l'enfant. Et c'est d'une perspective de neuropsychologie, donc qui était prévu d'être présentée par le docteur Lamprandé. Et ce que je voudrais préciser, qui me semble très important, c'est que quand on parle des écrans, on ne parle pas que du téléphone portable, on parle aussi des tablettes, on parle aussi de l'ordinateur, on parle aussi de la télé. Donc, quand on parle de ne pas exposer les tout petits, les bébés, c'est tous les écrans compris. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est comprendre les effets neuropsychologiques de l'usage excessif des écrans chez l'enfant, d'identifier les facteurs qui modèrent ces impacts, parce qu'il en existe, donc ce qu'il faut faire pour réduire l'impact de ces écrans, et puis quelques recommandations vont être faites pour les personnes qui nous écoutent. Alors, donc, le premier impact, qui est un impact majeur sur le développement cognitif et attentionnel. Et ça, on le voit tous les jours dans notre cabinet, quand des enfants arrivent de 3 ans, de 4 ans, ou plus âgés, qui sont rentrés, par exemple, en CP1, qui ont des troubles de l'attention, la baisse de la concentration. C'est aussi la fragilisation de la mémoire de travail et des fonctions exécutives. Donc, la mémoire de travail, c'est quoi? C'est la mémoire à très court terme. C'est quand vous posez une question et qu'il y a une information qui est disponible. Et cette information est disponible pendant très peu de temps. C'est très négatif pour les apprentissages. Si la mémoire de travail est fragilisée, c'est vraiment très préjudiciable pour les apprentissages, en sachant que tout le système d'apprentissage scolaire est fondé sur la mémorisation. Donc, il y a la réduction, je vais revenir un peu en arrière, il y a la réduction du temps consacré au travail, aux apprentissages scolaires et créatifs, puisque le temps est plutôt misé, on mise plutôt sur les écrans plutôt que les apprentissages scolaires. Donc, on a beaucoup d'enfants qui ronchonnent le soir pour faire les devoirs, beaucoup d'enfants qui traînent les pieds quand il faut lire,
et puis donc il y a une déperdition de tout ce qui est créatif. Et aussi l'autre impact qui est aussi majeur, et Dr Dao l'a souligné, donc c'est le développement langagier et sensorimoteur. Le retard du langage avant 3 ans est vraiment dû au manque d'interaction verbale. Quand l'enfant est face aux écrans, il n'a pas d'interaction verbale. Donc, il n'a pas de... L'enfant, il y a deux points majeurs qu'il faut souligner. C'est que l'enfant grandit, évolue, se développe en jouant et en imitant. Et quand il est devant des écrans, il n'a pas la possibilité de jouer et d'imiter. Et donc, du coup, par ricochet, il y a une réduction des activités physiques et donc un impact sur la motricité et sur la régulation émotionnelle. Donc, vous voyez, tous les aspects importants du développement de l'enfant et donc a des impacts, est impacté par une exposition aux écrans, soit trop précoce ou exagérée. Il y a aussi donc un impact sur le développement socio-affectif. Donc, il y a moins d'occasions d'apprendre l'empathie et les compétences sociales. Et là, on se rend compte qu'il y a des enfants qui sont dans l'incapacité d'interagir, des enfants qui sont très agressifs, alors que l'enfant est empathique. La capacité d'empathie de l'enfant, elle est impactée par une trop grande exposition aux écrans. Donc, les compétences sociales sont touchées. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à faire une digression sur le fait que des enfants peuvent venir en cabinet et on constate qu'ils ont des troubles pour la communication, des troubles concernant les compétences sociales, et on peut se retrouver devant un tableau qui nous fait penser à l'autisme. Et d'ailleurs, on parle même d'autisme électronique. Alors, en sachant que c'est pas parce qu'un enfant est exposé aux écrans, il faut vraiment faire le distinguo, hein. C'est pas parce qu'un enfant est exposé aux écrans qu'il devient autiste. Soyons clairs. Par contre, si un enfant a un trouble du développement, donc une TSA, et qu'il est exposé aux écrans, ça renforce sa majeure, c'est son problème d'autisme. Et donc, l'usage des écrans crée une dépendance. Et il y a une forte possibilité de dépendance. Et quand on est exposé plus jeune, ça peut vraiment perturber ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui est le circuit qui est celui qui euh, euh, permet d'avoir, de développer un état de dépendance. Donc, les enfants qui sont exposés trop tôt et de façon majeure peuvent développer des dépendances. Et puis, il y a aussi tout le risque d'isolement et d'exposition à des contenus inadaptés parce que les enfants, quand ils sont devant un téléphone, hein, vous voyez, il y a tout de suite des publicités qui sortent et il y a des images pornographiques auxquelles peuvent être exposés des enfants très, très jeunes. Et ça, ça il y a beaucoup de troubles socio-affectifs qui se développent du fait de l'exposition à ce type d'image inappropriée. Alors, donc, les fameux facteurs modérateurs, c'est que, comme l'a souligné Dr Dao, entre 0 et 2 ans, aucun écran. Mais alors, j'insiste fortement. J'ai vu une dame il y a 2 semaines de ça qui disait, elle vend des fruits et des jus, des fruits au bord devant chez elle. Et elle a un enfant de 12 ans et elle dit, je suis tranquille. Quand je lui donne le téléphone, il ne parle pas, il ne bouge pas, il ne m'embête pas. Un enfant de 2 ans. Donc l'enfant est complètement apathique, il est complètement... Et l'enfant peut passer 6 heures, 7 heures devant des écrans. Alors pour les 2-5 ans, c'est 1 heure, comme l'a dit Dr Dao. Je pense qu'il faut le répéter. C'est 1 heure par jour, mais moi je suis encore plus exigeante et intransigeante. Pour moi, cet âge-là, maman, je mettrais 0, hein, comme pour ceux de 2 ans. Mais bon, l'OMS dit ça. Mais je serais plutôt favorable à commencer à partir de 6 ans. Et ce qui est très important, c'est d'intégrer progressivement, petit à petit, les écrans. Et quand on les introduit, il faut vraiment qu'il y ait une co-utilisation avec un parent pour qu'il y ait des effets positifs, qu'il y ait une interaction avec un adulte sur l'utilisation de l'écran. Le contenu est aussi très important. Avoir un contenu interactif, éducatif, ce qui enlève l'aspect
passivité de l'écran. Et donc, il est important aussi que la durée, euh, la durée des écrans, très, très important d'équilibrer hein, avec des activités physiques, sociales, récréatives. Nous sommes des êtres sociaux et l'enfant est en construction. Il a besoin d'interaction sociale, il a besoin de bouger, il a besoin de bouger dans tous les sens. Et c'est vrai que ça nous embête quand il tire nos rideaux, quand il casse nos bibelots, mais bon, c'est sa maison aussi, il a besoin de bouger. Donc, il faut lui proposer aussi des activités extérieures. Voilà, donc des recommandations. Donc, le neuropsychologue fait un certain nombre de recommandations qui sont très importantes. C'est favoriser les interactions humaines comme vecteur principal d'apprentissage. L'enfant a besoin d'avoir des interactions humaines pour apprendre. Parce que l'écran lui offre un 2D alors que les interactions humaines, c'est en 3D. Introduire les écrans de manière progressive et accompagnée. Privilégier les contenus éducatifs, maintenir un équilibre entre numérique et expérience sensorielle, motrice, sociale. L'enfant a besoin d'expérimenter. L'enfant, c'est un explorateur. Il découvre le monde. D'ailleurs, il commence par le découvrir en mettant des choses dans la bouche. Il découvre le monde, il touche, il tire, et il faut qu'il fasse ses expériences sensorielles pour grandir, pour se développer et de manière équilibrée. Encourager la co-régulation parentale, donc surtout quand on introduit de manière progressive, on peut bien limiter, on peut avoir des règles claires, et donc il faut aussi valoriser toutes ces activités qu'on a entre parents-enfants, euh, hors activité écran. Par exemple, les jeux de société sont très intéressants et j'incite toujours les parents à utiliser, par exemple, mon jeu favori, c'est la Wele, Ware, Wari, on prononce de manière différente, qui est un jeu extraordinaire parce qu'on joue en famille, qui permet de développer des compétences mathématiques, la stratégie, etc. Donc, encourager la co-régulation parentale, lire avec nos enfants, etc. Alors, il y a une dernière diapo, c'est qu'est-ce qu'on retient? Les écrans ne sont pas intrinsèquement nocifs, donc on ne dit pas 0, 0, 0 écran, on est dedans, on est dans un monde où l'écran existe, mais utilisé de manière raisonnée. Leur usage précoce à proscrire, euh, parce que l'enfant est extrêmement fragile, une régulation adaptée, un accompagnement parental, c'est très important. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, j'étais la porte-parole du docteur Lomwande Hachi. Merci pour votre attention. Et donc, pour cette troisième partie, elle va aborder la dynamique familiale et le bien-être psychologique. Voilà. Donc, madame, vous avez la parole. Ok, merci. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon écran? OK. Oui, c'est c'est visible. Écran et développement? Ok, super. Donc, on va y aller. On va commencer par quelques chiffres, quelques données. Ah bon, pardon, les questions déjà pour commencer. Ce qu'on va essayer de voir ici, c'est comment les écrans affectent-ils la vie de famille et aussi comment la vie de famille impacte l'usage des écrans. Et pour terminer, quelques recommandations pour une vie de famille épanouie à l'ère du numérique. Donc, voilà un peu les grosses, les trois grosses questions qui vont essayer d'être répondues par cette présentation. Quelques chiffres. Bon, c'est des chiffres de la France et du Canada, mais je pense qu'on peut se retrouver dans ces chiffres-là. Il est dit que chaque famille française possède en moyenne 9 à 8 écrans. Donc, on va compter les téléphones, les tablettes, les télés et les ordinateurs. Et je pense que au Burkina, ici, quand on a au moins 2 téléphones par personne, on se retrouve rapidement dans ces chiffres. On dit qu'environ un tiers des parents utilisent leur téléphone pendant les repas ou les jeux avec leurs enfants. Et les adultes touchent en moyenne 2600 fois leur téléphone dans un jour. D'autres chiffres, là maintenant, c'est le Canada. Dans une enquête qui a été faite sur la parentalité réalisée en 2022, près de la moitié, environ 47% des parents mentionnent que les écrans ne facilitent pas leur rôle parental. Plus du tiers vivent des conflits et des tensions avec leurs enfants par rapport à l'usage des écrans. Environ 16% des parents se sentent dépassés par les écrans ou les applications qu'utilisent leurs enfants. Je pense qu'on se retrouve vraiment dans ces chiffres-là quand on a des
des applications comme Snapchat, Insta, bon, ça c'est les réseaux sociaux. Quelquefois, on a vraiment du mal à comprendre ce que nos enfants font sur les écrans, surtout que les applications, c'est assez rapide, la tendance change assez rapidement. Il dit qu'environ 39% je repars en arrière, 39% des parents trouvent que la gestion des écrans est l'un des défis les plus difficiles à relever, et surtout les parents qui ont des adolescents. C'est eux qui trouvent vraiment cette gestion-là difficile à, à faire. Ensuite, dans les impacts sur la vie de famille, quels sont les impacts de l'utilisation des écrans dans la vie de famille? On voit que les parents sont moins disponibles, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Je pense que Madame Ouattara va vraiment aborder cette question de l'attachement, la création de l'attachement affectif qui est affecté par l'usage des écrans, dont les parents étant moins sensibles et réactifs, et aussi moins impliqués à soutenir les pratiques d'apprentissage, que ce soit la verbalisation, parce qu'on est scotché sur l'écran, on ne pousse pas l'enfant à mieux articuler ses pensées, on ne pousse pas l'enfant, par exemple, quand on est à table, à manger plus ou à essayer de nouveaux aliments, parce qu'on est vraiment concentré nous-mêmes sur nos écrans. On voit que l'usage des écrans aussi affecte la qualité des liens intrafamiliaux, parce qu'on est assis, mais on n'est pas, on peut être tous assis dans le salon, mais vu qu'on est sur nos écrans, on n'est pas vraiment présent. Donc, c'est une présence-absence ici. On voit que les technoférences, c'est un terme pour dire les mini-interférences qui sont liées à l'usage de la technologie. Donc, le fait de regarder bon, le message WhatsApp que je viens de recevoir, pendant que je suis assis avec mon enfant, que je discute avec lui, les messages qui viennent, que je regarde les notifications. Donc, ça crée des mini-disconnexions avec mon enfant. Et tout cela affecte la qualité des liens en famille. Et que même frères et sœurs, si tous sont assis avec leurs écrans, que ce soit la tablette ou le téléphone, et qu'il y a tout le temps ces interruptions-là, cela affecte vraiment la création de liens familiaux et la qualité de ces liens familiaux aussi. Aussi, il est à remarquer que les écrans impactent les dynamiques familiales dans le sens que si une famille est déjà assez soudée, assez saine, assez connectée, on va dire, où il y a des discussions, des échanges, ben, les écrans n'auront pas un effet négatif, mais au contraire, ils vont contribuer à solidifier ces liens familiaux. Donc, ça va être des familles où bon, on va appeler mamie qui est à Bobo, l'oncle qui est à Tinkodoro sur WhatsApp, ou bien le grand frère qui est maintenant en France, ou la sœur qui est au Sénégal en études. On rit, on s'envoie des photos, voilà, où on regarde un film, on rit ensemble, un documentaire. Donc, ça solidifie en ce moment les liens qui sont là. Mais pour les familles qui sont déjà en difficulté, les écrans vont compliquer encore plus la situation parce qu'ils vont pousser les gens un peu plus dans l'isolement. Donc, s'il y a déjà des conflits et que on a du mal à s'engager dans la famille, ben, chacun va rester dans son coin, sur son écran et ne va pas vraiment améliorer cette dynamique familiale-là. Donc, là où il y a dysfonctionnement et distance, ben, les écrans créent un fossé encore plus grand. Donc, que faire maintenant face à ces défis, on va dire? Parce que il ne s'agit pas, comme vous l'avez vu dans les communications précédentes, il ne s'agit pas de dire non totalement aux écrans. Voilà, on n'utilise plus les écrans, mais c'est vraiment trouver un moyen d'utiliser les écrans à bon escient et pour favoriser la vie de famille. Donc, il y a quelques recommandations, trois grandes recommandations. Et la première, c'est vraiment construire une culture familiale commune en réglementant. C'est-à-dire, il faut poser des règles de vie dans la famille. Et ça, avec la participation des enfants, que ce soit des plus petits aux plus grands, la participation des enfants à la création de ces règles-là. Et dire, bon, voilà, nous sommes une famille, ben, quand on rentre de l'école, par exemple, ben, peut-être on va prendre le goûter, les enfants vont prendre le goûter ensemble. À 17h, on rentre, bon, on a 30 minutes, on peut causer de ce qui s'est passé, ou à l'heure du repas, il n'y a pas d'écran. C'est vraiment trouver des règles de vie de famille propres à votre famille et à vos valeurs. Et je connais il y a deux familles qui viennent en tête. Et l'une, c'est, bon, on dépose les écrans dans un panier. Dès qu'on rentre
on dépose les écrans dans un panier. Et jusqu'à une certaine heure, on ne touche pas aux écrans. Pour une autre, voilà, c'est vraiment créer ces moments de partage. Et ça, c'est avoir des exposés. Bon, voilà. Cette semaine-là, tel enfant va faire des recherches et va venir nous présenter, euh, nous parler de l'intelligence artificielle. Je pense ça comme ça. Et donc, l'enfant va faire des recherches, bien sûr. Ça, par exemple, c'est un usage des écrans, mais quand il va venir discuter de ce qu'il a appris, tout le monde est concentré sur ce qu'il dit et ça recrée, ça fortifie ces liens de famille. Parce qu'on va chercher un moment dans la semaine où on sera à l'écoute de cet enfant ou de l'enfant qui présente, ou du parent qui présente, et on pourra poser des questions. Donc, c'est vraiment comment, dans votre famille respective, vous pouvez créer ce rythme de vie de famille, ces règles qui vont tout en réglementant, on va dire, l'usage de ces différents écrans. Et c'est valable pour les parents comme pour les enfants. Et que ces règles-là soient appliquées de façon vraiment constante et cohérente. Et comme je disais, instaurer des moments en famille sans écran, ça peut être on sort marcher, on joue, comme Madame Ouattara l'a dit, au Wari, ensemble. Vraiment, que ce soit intentionnel, en fait, cette construction de la culture familiale. Ensuite, c'est éduquer à un usage responsable. On a entendu ce que le docteur Dao a eu à dire sur l'usage excessif des écrans, mais certains de nos enfants sont assez grands pour comprendre cela. Donc, on peut les éduquer dans ce sens-là et aussi leur apprendre comment utiliser Internet de façon saine afin de ne pas se retrouver exposés ou abusés par le net parce qu'il il y a, il y a de belles choses que l'on peut tirer de cet usage du net, mais aussi vraiment beaucoup de dérives et que nos enfants ne soient pas des proies de ces dérives-là. Donc, les éduquer sur une navigation saine. Et le dernier point, c'est vraiment, vraiment être un exemple. C'est prendre conscience de soi-même, son usage des écrans et tenter à s'améliorer afin de prendre ces bonnes habitudes numériques et que nos enfants aussi apprennent de nous parce que nous savons tous que les enfants n'apprennent pas parce que l'on leur dit, mais vraiment par l'exemple que l'on est. Donc, c'est soi-même voir si mon enfant est toujours sur son téléphone, est-ce que moi je ne fais pas pareil? Et si c'est le cas, bon, comment moi je peux améliorer mes habitudes afin d'être un bon exemple et aussi là je peux mieux encourager mon enfant à mettre à prendre de bonnes habitudes. Et je laisse avec cette citation de Dr. Justin Coulson, qui est un psychothérapeute australien. Il a tout un programme, pour ceux qui sont anglophones, vraiment tout un programme sur l'usage du numérique en famille et sur son site Happy Families. Et être parent, ce n'est pas être parfait, c'est être présent. Dans un monde plein de distractions et de pression, choisir de consacrer du temps à nos enfants est l'une des façons les plus efficaces de leur dire je t'aime. Et cela, même avec l'usage des écrans, il y a moyen d'être présent, il y a moyen d'éviter certaines distractions, il y a moyen de passer du temps ensemble, d'utiliser ces écrans-là dans ce sens-là plutôt que de les utiliser afin d'être, comment dire, plus distraits et plus déconnectés, présents, absents les uns à les autres. Et, il y a, je reviens, pardon, ça c'est quelques ressources. Et ce sont tous des sites web. Mon enfant et des écrans, Institut de santé publique Québec. Vous pouvez vraiment trouver des informations un peu pousser plus la recherche sur la vie de famille et les écrans. Donc, merci pour votre attention. Merci, Madame Tiano, pour votre brillante prestation. Et nous comprenons là que les écrans ne sont pas forcément nocifs. On n'a pas dit de ne plus utiliser les écrans, mais il faut savoir les utiliser à bon escient. Et donc, le monde émotionnel de l'enfant, l'anxiété, estime de soi et monde virtuel, c'est le thème suivant qui sera abordé par Madame Ouattara. Madame Ouattara, elle est psychologue, elle est psychothérapeute
Elle a plus de 30 ans d'expérience et donc elle va nous parler de ce volet émotionnel de l'enfant. Au-delà de la famille, il y a le monde intérieur de l'enfant entre cyber et harcèlement, les comparaisons sociales, l'anxiété. Comment l'écran affecte-t-il l'estime de soi chez nos jeunes enfants? Madame Ouattara, vous avez la parole. Nous allons regarder les choses par tranche d'âge. Je vais OK. vous présenter par tranche d'âge et comme ça, on va voir vraiment euh, les perturbations présentes dépendamment de l'âge de l'enfant. Alors, entre 0 et 2 ans se construit, donc on parle de développement, l'enfant se construit. Donc, entre 0 et 2 ans se construit ce qu'on appelle l'intelligence sensorimotrice. Ça veut dire que l'enfant rentre dans le monde. Ses sensations sont tournées vers son corps. Il apprend par son corps. Et donc, le monde est perçu à travers la bouche, la nutrition. Et surtout, il y a quelque chose de fondamental qui se crée, c'est le lien, l'attachement. L'enfant, c'est à ce moment-là que se construit la manière dont nous allons entrer en relation avec les autres. Quelles que soient, ce que ce soit les relations amoureuses, amicales, professionnelles, etc., c'est ce qu'on appelle une empreinte affective. Cette empreinte affective, elle est posée à cette période-là, de la naissance à 2 ans. Et l'enfant commence à distinguer progressivement lui et le monde extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence pratique. L'enfant, vers l'âge de 2 ans environ, vous allez voir que l'enfant, il joue beaucoup à cacher et enlever la cache sur l'objet. C'est ce qu'on appelle la permanence de l'objet. L'enfant découvre que l'objet existe, même si lui, il ne voit pas l'objet, l'objet existe. Donc, vous voyez, ce sont des acquisitions fondamentales. L'enfant, par ses sens, apprend le monde. L'enfant apprend à l'attachement, le lien. Et on va voir que quand il y a des adultes qui ont des troubles de l'attachement, il y a des personnes qui sont super anxieuses parce que elles ne se sentent pas suffisamment solides et aimées, et donc elles sont très anxieuses dans les relations. Et ça se construit à cet âge-là. Donc quand les écrans viennent s'interposer, voilà ce qui se passe. C'est une barrière sensorielle. Parce que l'intelligence se construit en manipulant le réel, c'est-à-dire les 3D, textures, poids, etc. L'écran, c'est une surface lisse, elle est en 2D. Donc, ça prive l'enfant de l'expérience physique nécessaire à la construction des chaînes moteurs. C'est pour ça que Dr Dao l'a dit, Dr Lankwende l'a dit aussi, on peut avoir des perturbations motrices. L'enfant peut avoir des troubles pour la marche. Et j'ai reçu des enfants qui ont du mal, qui sont déséquilibrés, qui ont du mal à marcher, pas parce qu'ils ont un autre problème, mais c'est parce qu'ils sont trop exposés aux écrans, des perturbations d'attachement. Donc, parce que apprendre le lien, c'est se nourrir du regard mutuel. Et on le voit, hein, dès que l'enfant naît, hein, c'est ce qu'on appelle technoférence, dès que l'enfant naît, il sort du ventre de sa mère, on le filme. C'est-à-dire, entre lui et sa mère, entre lui, il y a l'écran. Et on n'a plus ce regard de la mère avec son enfant. Donc, il y a déjà, ça crée déjà une perturbation de l'attachement. Pour que l'enfant s'attache, il faut qu'on le regarde, il faut qu'on le touche, il faut qu'on le berce. C'est ce qui permet de construire l'attachement. Retard du langage, ça a déjà été dit plusieurs fois. Et donc, la recommandation, à cet âge, pas d'écran. De 2 à 6 ans, c'est ce qu'on appelle l'intelligence préopératoire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'explosion du symbolique. Donc, l'enfant apprend par le jeu. Donc, l'enfant apprend à faire semblant. L'enfant acquiert le langage, le dessin. Il apprend aussi la propreté. Donc, c'est une maîtrise, c'est l'autonomie. L'enfant apprend l'autonomie, il apprend à dire non. Et on découvre que des enfants qui sont trop exposés aux écrans ont des difficultés à être propres. Donc, je vois arriver des enfants qui ont 4 ans et qui ont encore des couches parce qu'ils n'ont pas acquis la propreté, ils n'ont pas acquis l'autonomie. Vous voyez à quel point il peut y avoir des perturbations chez l'enfant qui est trop exposé, trop tôt, trop exposé aux écrans. Et de 2 à 6 ans, l'enfant aussi découvre la différence des sexes. Il s'identifie aux parents et il s'identifie aussi à... C'est aussi la période où on découvre la morale.
Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de psy le surmoi. Donc, donc, vous voyez qu'un enfant qui est trop exposé aux écrans, la question de l'identification commence à être perturbée à ce moment-là. Et quand il y a des perturbations au niveau de l'identification, il y a toutes les questions de l'anxiété, de l'estime de soi qui va commencer à poser problème. Euh, et donc, l'enfant, aussi à cet âge-là, commence à se représenter, à se voir. Et vous allez voir que l'enfant se regarde dans le miroir. Il se regarde dans le miroir, il bouge, il se découvre qu'il est une personne entière qu'il a. Et donc, c'est le schéma corporel se développe à ce moment-là. Et donc, les règles sociales. Donc, l'impact, c'est pauvreté du jeu symbolique, l'enfant, sa créativité, il freine la créativité. Il y a une confusion qui s'installe entre ce qui est virtuel et ce qui est réel. Et donc, on voit des angoisses qui s'installent, particulièrement quand il y a des contenus violents. Il y a aussi des freins à l'autorégulation. L'enfant n'arrive pas à s'autoréguler parce que il y a de la dopamine, le docteur Dao l'a dit tout à l'heure, et donc euh, l'enfant s'habitue à la rapidité d'obtenir ce qu'il veut. Alors, on clique, on a, on clique, on a. Donc, l'enfant n'apprend pas la frustration. Parce que la frustration, dans le sens psychologique du terme, c'est nécessaire. Avoir la capacité de remettre à plus tard, de différer le plaisir. Donc, écran très limité. Clairement, très limité, avec toutes les recommandations que Laurence vous a données à cet âge-là. Il faut vraiment mettre en application. C'est fascinant de voir les résultats qu'on peut obtenir. Entre 6, 10, 12 ans, c'est ce qu'on appelle les opérations concrètes. Donc, l'enfant apprend la logique, les règles sociales, la manipulation du réel, et il apprend à être en relation avec les autres. Il est très content d'avoir des groupes d'amis, de faire du sport avec des amis, etc. Et donc, c'est aussi, il apprend toutes les notions de quantité, de volume, euh, donc tout ce qui est les structures, les formes géographiques. Et c'est vraiment une période extraordinaire. D'ailleurs, à 6 ans, on entre au CP en général à 6 ans, parce qu'on est outillé, on est développé psychiquement, cognitivement pour être prêt à faire des acquisitions scolaires. Donc, c'est une période qui est très propice aux apprentissages et aux relations sociales. Donc, l'impact, vous voyez l'impact énorme à cette période. Alors, même si on vous dit 1 à 2 heures par jour, bon, il faut voir 1 à 2 heures par jour, comment? Donc, euh, le temps d'écran empiète sur le temps de lecture, sur les devoirs, sur le sommeil, docteur Dao l'a dit. Il y a une stimulation, hein, surtout TikTok. Vous savez, le zapping, hein, on scrolle, on va d'une vidéo courte, ça réduit la capacité d'attention, l'attention soutenue, qui est nécessaire pour acquérir des notions à l'école. La question où l'enfant ne bouge pas, donc l'écran favorise l'immobilité. Docteur Dao a parlé de risque d'obésité. Et du coup, certains jeux vidéo, même s'ils peuvent favoriser la logique spatiale, la résolution de problèmes, c'est là où on voit le côté vraiment très intéressant des jeux vidéo. Mais attention à ce qui peut se passer si ces jeux vidéo sont à outrance, sont violents, etc. Donc, jeux vidéo, mais bien cadrés. Donc, il faut qu'il y ait des règles claires, pas d'écran dans la chambre, euh, pas d'endormissement avec les écrans sous l'oreiller. Des fois, vous trouvez des adolescents qui ont, même 12 ans, hein, qui ont un téléphone et qui l'utilisent comme ils veulent et qui s'endorment avec. Donc, pas d'écran, ni de télé, ni de téléphone dans les chambres. Alors, ensuite, nous avons la période 10, 12 ans, 16 ans et un petit peu plus. L'adolescence se terminant à 18 ans. Hein, donc, c'est la période des opérations formelles. Donc, on est en train d'aller vers, il y a des modifications importantes du corps, il y a une refonte intellectuelle et physique, et donc on apprend un, deux, trois, l'abstraction, l'identité, l'autonomie et le détachement des parents. C'est nécessaire, c'est inéluctable. On a besoin de se détacher des parents pour faire ces expériences sociales.
À cet âge-là, l'adolescent peut raisonner, peut émettre des hypothèses, des probabilités, il peut manipuler des idées abstraites comme les idées sur la justice, la liberté, etc. Il peut envisager le possible et c'est l'âge où il a envie de prendre des risques. Et à 15-16 ans, on prend des risques, hein. Vous les regardez sur nos adolescents sur leur moto, des fois on a des sueurs froides, hein. Ils prennent des risques, c'est l'âge où on prend des risques. Et l'adolescent doit se détacher de l'autorité parentale. Détacher ne veut pas dire balayer l'autorité parentale. Nous devons euh, exprimer notre autorité parentale. C'est indispensable. S'il n'y a pas d'autorité, il y a anxiété. S'il n'y a pas cadre, il y a anxiété. L'enfant, l'adolescent ont besoin de cadre pour se déployer. Euh, le cadre ne veut pas dire rigidité, mais le cadre est nécessaire parce que s'il n'y a pas de cadre, on risque de voir se développer de l'anxiété. Et ce qui peut arriver en toile de fond, c'est que l'enfant et l'adolescent ont l'impression que mais je n'ai aucun intérêt. Mes parents ne s'intéressent pas à moi. Je peux faire ce que je veux. Donc, je peux sauter du 5e étage, ils s'en fichent. Vous voyez un peu comment ça peut se passer. Et donc, c'est aussi l'âge où on acquiert l'autorité intellectuelle, la pensée critique, la pensée abstraite. C'est l'âge où on commence à vous dire, mais tu as tort, c'est faux, c'est pas vrai, c'est comme ci, c'est comme ça. Et c'est normal qu'ils puissent le faire. Alors, vous voyez, quand il y a trop d'écrans, toutes ces opérations formelles vont donc se retrouver euh, vont mettre nos adolescents dans une situation où ils ont une image déformée de la réalité. Et on le voit par exemple dans les questions pornographiques où on voit des corps qui ne sont pas des corps réels, des actes qui ne sont pas des actes réels, des performances qui ne sont pas des performances réelles. Et on a des perturbations énormes qui peuvent se créer. Euh, et même dans la manière on y a une espèce de cynisme qui se déploie, d'agressivité qui se déploie chez les adolescents. Et donc, malheureusement, on sait que, et Laurence l'a précisé tout à l'heure, que ça peut être une source importante de données, d'informations. Il y a, il y a énormément de possibilités qui existent. Et donc, l'esprit critique de nos enfants sont mis à rude épreuve parce qu'il y a tellement de choses au monde, il y a à boire et à manger qui circulent là-dessus et des fois des choses pas cool à manger. Et donc, l'esprit critique de notre adolescent est mis à rude épreuve alors qu'il a besoin de bonne nourriture intellectuelle et psychique pour se construire et pour construire son esprit critique. Et comme il lit moins aussi, donc il a beaucoup moins d'informations. Les relations sociales sont très perturbées, donc il y a beaucoup d'agressivité, d'exclusion, et donc c'est un vrai problème. Dialogue, éducation, pas d'interdiction totale. Il faut vraiment qu'il intègre que l'adolescent intègre à quoi ça sert. Et puis aussi toutes les questions sur les violences qui peuvent surgir sous le numérique, hein. C'est le risque pour nos adolescents. Ils peuvent être harcelés, il peut y avoir énormément de problèmes qui peuvent se passer sur le net. Et donc, ils ont besoin de comprendre que quand ils ont balancé une vidéo sur le net, eh ben, ils ne peuvent plus l'effacer, hein, et que même si lui, il l'efface sur son téléphone, c'est toujours inscrit quelque part. Donc, lui apprendre qu'il doit développer sa réputation et sa e-réputation. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une adolescente dans notre quartier qui est venue nous voir et qui nous dit qu'elle veut récupérer son téléphone à l'école parce qu'il y a un établissement scolaire secondaire près de chez nous et que l'enseignant l'a pris. Alors, on dit, comment ça, et tes parents? Ses parents ne sont pas là. En fait, tout ça pour dire à quel point ils peuvent créer toute une histoire, donc venir voir des voisins qu'elle ne connaît pas particulièrement pour nous demander d'aller récupérer son téléphone dans son établissement scolaire. Donc, vous voyez, elle est tellement accro à son téléphone qu'elle va contourner plein de règles sociales pour pouvoir récupérer son téléphone. Et après, elle nous dit, mais oui, mais il faut les demander au surveillant. Le surveillant peut faire quelque chose. Donc, c'est extraordinaire comment tout un tas de valeurs sont complètement bouleversées de ce fait-là. Donc, pour nos adolescents, vraiment attention. Et normalement, je m'arrête à la fin de l'adolescence, mais il faut savoir quand même
que jusqu'à 25 ans, la maturation se termine à 25 ans. Parce que la maturation du cortex préfrontal va jusqu'à 25 ans. C'est toute la zone de la planification, de la prise de décision, du contrôle de l'impulsion, de l'évaluation des risques. Et donc, après 18 ans, il y a encore des risques d'être trop accro aux écrans. C'est la période aussi où on peut voir se développer très fortement des addictions. Parce que la myélinisation du cerveau n'est pas terminée. Ça se termine à 25 ans. Voilà. Donc, attention, hein, c'est trop d'écran, trop de stress, trop de violence vont vraiment perturber les capacités à prendre des décisions rationnelles durablement. On va voir encore que l'impulsivité persiste et qu'il n'y a pas de système de contrôle. Voilà. Donc, il y a la saturation cognitive qui va se produire et des troubles par rapport à la construction de l'intelligence, de la personnalité, de l'autonomie. On va voir se développer beaucoup d'anxiété et de stress. Même chez les tout petits, vous allez voir des enfants qui sont hyper stressés avec des tics. Euh, on voit même des enfants qui développent euh, certains tics qui sont assez rares, euh, comme la trichotillomanie, qui est de s'arracher les cheveux et les poils. On va voir s'installer donc le fait qu'il y ait cette dictature du like, hein, liker, cliquer, va créer, entretenir cette anxiété. Et la vision de soi-même, donc la vie parfaite des autres, ce qu'on possède, la voiture, la belle voiture, les beaux vêtements, etc. Donc, sentiment d'infériorité. Ce que je disais tout à l'heure aussi, le cyberharcèlement, la violence en ligne. Donc, on va voir aussi des adolescents qui sont dans des états d'hypervigilance, d'anxiété et avec des troubles anxieux, beaucoup de troubles anxieux. L'estime de soi, donc la distorsion de la réalité, l'estime de soi, l'image corporelle qui est complètement distordue et on voit des adolescents qui se font des choses absolument effroyables pour être à l'image de ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Alors, une chose très, très importante dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est la gestion de la frustration et de l'ennui. Parce qu'il faut que ça soit très clair dans l'esprit de tous les parents, l'ennui est nécessaire. L'ennui est nécessaire. Et vous allez entendre les enfants dire, oui, je m'ennuie. Ah, mais je m'ennuie. Et donc, il faut les écrans. C'est le berceau de la créativité. C'est l'ennui qui génère, qui pousse, qui amène à trouver des solutions et à faire appel à son imagination et à l'imaginaire et qui crée la réalité. Donc, il est nécessaire d'avoir des moments où il n'y a rien à faire. Ce sont des moments importants pour créer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, alors il y a quelque chose qu'on a prévu, c'est observer certains changements hein, qui sont des signes d'alerte. Hein. Soyez très attentifs à vos enfants et à vos adolescents sur la question du sommeil. Docteur Dao en a parlé. Sur la question du poids, les modifications qui se produisent chez l'enfant. Et donc, le repli, l'abandon des activités, la baisse des résultats scolaires, le manque d'appétit et les fameuses colères explosives qui sont de plus en plus fréquentes dans ces cas-là, une agressivité disproportionnée entre amis et entre frères et sœurs. Et donc, le message clé, et Laurence l'a si bien dit, mais je vais le répéter, ce n'est pas l'échec parental euh, et qu'il faut demander de l'aide. Et on n'est pas des parents parfaits. Mais quand on constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je ne sais pas qui va commencer à parler. Par exemple, je m'adresse, je ne sais pas si Madame Tchanou, par exemple, comment on établit les règles, des règles saines dans une famille? Ok. D'accord. Donc, pour établir des règles saines dans une famille, je pense que d'abord, il faut poser un diagnostic. Réellement, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Et par exemple, j'ai dit que
si dans une famille, il y a une bibliothèque, s'il y a des livres qui sont exposés à la portée des personnes qui vivent dans une maison, il y a plus de, euh, il y a plus de chances que quand on utilise ces livres-là. Voilà. Mais si c'est la télé qui prône au salon, ben, c'est sûrement la télé que l'on sera plus en train de regarder. Donc, pour dire que il faut déjà poser un diagnostic sur notre vie de famille et les parents, même l'usage de leur... Ah, peut-être qu'il faut que je mette... Et les parents, même l'usage des écrans. Euh, Avec les téléphones, il est possible de traquer l'usage que l'on fait, les heures que l'on passe sur les écrans. Donc, que l'on pose le diagnostic déjà. Euh, et les enfants aussi, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de leur week-end? Parce qu'on voit que souvent, c'est dans la soirée et les week-ends que les heures d'écran vraiment augmentent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que donc nous pouvons mettre en place? Est-ce que c'est des activités que nous allons faire en famille? Est-ce que on va inscrire tel enfant au foot, au camp foot, ou on va décider bon, qu'on va cuisiner ensemble? C'est vraiment d'abord de savoir comment la vie de famille même, elle est rigide dans notre propre famille et ensuite voir comment on peut euh, y amener des modifications. Donc, typique, hein, les enfants rentrent de l'école, certains vont faire leurs devoirs, vont prendre la douche, ils vont manger, et souvent le téléphone ne sera pas loin ou la tablette ne sera pas loin. Maman rentre aussi, ben, si le dîner n'est pas encore prêt, elle va préparer ça. Après, il y a des appels qui passent, ou elle est sur quoi? Pinterest. Il y a Pinterest, il y a tellement d'applications, ou Facebook, où papa il rentre, voilà, il rentre, il va peut-être rentrer tard, manger avec son téléphone en main, après on va regarder le journal, après on est attaché sur le canapé avec le téléphone. Donc, quel est notre usage, nous-mêmes adultes, des écrans? Ensuite, l'usage des écrans par nos enfants. Quelles sont les règles quelles sont certaines choses que l'on peut modifier pour diminuer cet usage des écrans